Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, cette fois semble être la bonne pour Marie-Ève Dicker, David Lemieux en demi-finale de Canelo Jacobs, Lomachenko et Ramirez en action et rencontre au sommet Shields-Hammer. Et c'est avec bonheur que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, cette fois-ci, devrait être la bonne pour Marie-Ève Dicker qui va enfin effectuer la première défense de son titre des poids super mi-moyens de l'IBF contre la Suédoise Mikaela Loren. On se rappelle qu'un affrontement prévu un peu plus tôt cet hiver, ce printemps, on ne sait plus, hein, a été annulé parce que son adversaire, Tejada, était borgne. Loren, c'est la première aspirante au titre de Marie-Ève Dicker. On nous a dit aujourd'hui à la conférence de presse que c'était une des adversaires visés dès le début de la carrière de Dicker en compagnie de Cecilia Brækhus, dont on a entendu le nom à répétition au cours des 2 dernières années. Est-ce que Mikaela Loren possède ce qu'il faut pour donner un petit peu de fil à retordre à Marie-Ève Dicker? Oui, pour donner du fil à retordre, oui. Pour la battre, je ne suis pas certain. Mais Loren, c'est un passage obligé pour Marie-Ève Dicker et c'est un petit peu un galon, si tu veux, une manière de mesurer où est-ce que tu es rendu dans ta carrière pour une boxeuse. C'est une fille, Loren, qui est très agressive, qui aime bien le combat rapproché. Elle est grande, elle a une longue portée, elle mesure 5 pieds 10, elle a des longs bras, mais elle n'utilise pas tout le temps cette portée. Elle aime bien se battre en combat rapproché, au corps à corps, bousculer son adversaire, accrocher avec un bras, frapper avec l'autre main. Elle aime bien rendre le combat un petit peu sale, mais parfois elle est maladroite dans son approche, dans son jeu de pied pour réduire la distance. Donc ça, c'est quelque chose que Marie-Ève Dicker pourra exploiter. Elle a aussi du mal, Loren, à éviter le jab de l'adversaire. Souvent, quand elle avance sans trop penser à sa défense et elle se fait souvent atteindre par le jab de l'adversaire. On sait que Marie-Ève utilise très bien son jab. Donc, je pense qu'elle a un style, Mikaela Loren, qui se marie bien au style de Marie-Ève Dicker. En tout cas, elle a un style qui correspond bien à Dicker pour que la Québécoise puisse briller un peu devant les caméras. Mais c'est vrai qu'elle a un niveau aussi plus élevé que les adversaires que Marie-Ève Dicker a rencontré jusqu'à maintenant. Je pense qu'elle va lui poser quelques soucis parce qu'elle est toujours dans ta face. Elle est vraiment fatigante et elle va faire travailler Marie-Ève. En tout cas, ça c'est certain. Mais je pense que Dicker va conserver sa ceinture. On jurerait que tu assistes à la conférence de presse aujourd'hui parce que c'est un peu ce qu'on nous a dit. Notamment, on pensait que Loren a un avantage au chapitre de la taille et de la portée, mais Marie-Ève Dicker disait justement qu'elle n'est pas nécessairement en mesure de s'en servir très, très bien dans le ring. Et l'entraîneur de Marie-Ève Dicker, Stéphane Arnois, lui, a parlé vraiment d'une opposition entre la nouvelle génération de boxeuses dont fait partie Marie-Ève Dicker, Claressa Shields, dont on va parler un peu plus tard, et peut-être l'ancienne garde, dont Mikaela Loren. Et on dit que c'est des athlètes qui sont beaucoup plus complètes. La nouvelle génération sont des boxeuses qui sont très, très techniques, tandis que Loren, bien, c'est plus des bagarreuses. Et Marie-Ève Dicker nous a fait une analogie avec la boxe ukrainienne, dont on va parler évidemment un peu plus tard, en disant que des boxeurs comme Vasily Lomachenko sont en mesure de se déplacer et sont toujours capables de frapper durement, peu importe la position dans laquelle ils se retrouvent dans le ring. C'est des athlètes qui sont complètement incroyables. Et bon, cette ancienne génération-là n'a pas été capable de suivre jusqu'à maintenant. Oui, et c'est vrai que Loren, tu peux regarder tous ses combats contre Brækhus ou contre les autres, peu importe. Elle est souvent la plus grande dans le ring, mais c'est souvent elle qui va initier l'action, les accrochages, alors qu'elle aurait avantage à rester à distance, à allonger les bras. Mais elle n'a pas appris à boxer comme ça. Et c'est vrai qu'on voit qu'elle a, même si elle est forte physiquement, qu'elle est costaud, elle bouscule l'adversaire, elle a des lacunes techniques, notamment au niveau du jeu de pied où elle s'approche un petit, c'est pas bien travaillé, c'est pas bien préparé si tu veux ses approches, mais par contre elle donne tout un défi physique à l'adversaire et ça il faudra que Marie-Ève le relève ce défi. Oui, on peut dire que Loren, c'est une athlète qui est vraiment complète. Pratiquait la natation au début de sa carrière sportive, a fait partie de l'équipe nationale suédoise, a même déménagé aux États-Unis vers ses 18 ans pour étudier dans la NCAA, faire partie d'une équipe de natation. Donc, c'est vraiment une athlète complète. Petit accro, on a emmené les autorités son appartement et c'était rempli de produits dopants. A été condamné à 14 mois de prison en 2005, a purgé 2/3 à peu près de la peine. On dit qu'il a pris des cours de nutrition pendant qu'elle était incarcérée. Un peu a changé. Mais
autre ombre au tableau, elle a accordé une entrevue dans un quotidien qui s'appelle Sport Expressen en Suède le 29 mars, quand on a expliqué là, que le combat contre Marie-Ève Dicker allait se concrétiser. Et elle expliquait un peu que elle était à la retraite parce que, bon, à 43 ans, veut avoir un enfant et là, fait appel à des traitements par fécondation in vitro et que la bourse qu'on lui donne pour affronter Marie-Ève Dicker le 13 avril, ça va l'aider à payer une partie des traitements. Donc, on voit... puis, ben, c'est une opportunité, c'est un combat de championnat du monde, une offre qu'on peut plus ou moins refuser. Est-ce qu'elle va être dans un état d'esprit? Parce qu'elle a avoué dans cette entrevue-là que ça faisait juste 2 semaines qu'elle était à l'entraînement. Bon, elle dit... J'ai fait du sparring, je suis quelqu'un qui est toujours en forme, je prends soin de moi et tout, mais reste qu'elle n'était pas dans une forme de combat. Là. Ouais. Elle ne se préparait pas là, comme Marie-Ève Dicker, elle se prépare depuis plusieurs semaines pour un combat là, qui devait avoir lieu au mois de mars. Oui, et d'autant plus qu'à son âge, à 43 ans, il faut rester actif pour pouvoir pour faire en sorte que le corps suive, si tu veux. Ça fait quand même beaucoup de choses contre elle, Michaela Loren. Mais elle a l'expérience et ça fait un beau nom à accrocher à l'affiche de Marie-Ève Dicker. Il ne faut pas non plus la sous-estimer parce qu'elle est capable elle a quand même une bonne force de frappe. Mais je pense que Marie-Ève a tous les atouts pour la dominer, rester à l'extérieur, la contourner et la dominer techniquement. C'est une carte quand même assez courte, mais on a pris seulement 3 semaines là, pour la mettre en place. Donc, David Théroux notamment, Mazlum McDennis, Terry Ozas, Yann Pellerin et Dizon Belfon qu'on avait vu au mois de mars là, dans ce gala. Donc, les boxeurs ont répondu à l'appel. On est en mesure de trouver des adversaires. Bon, c'est bien certain, c'est pas des combats d'envergure nécessairement internationale, mais reste que du battre en sous-carte d'un événement comme celui de Marie-Ève Dicker, ça permet d'attirer l'attention. Donc, et mis en place très rapidement. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on fasse des miracles dans le matchmaking. Donc, c'est tout à fait normal. Si on passe maintenant aux actualités, on sait qu'il n'y avait pas de combat qui était présenté. Ben, il y en avait, mais ce n'était pas d'envergure pour qu'on y revienne. C'est confirmé, David Lemieux va affronter John Ryder le 4 mai prochain à Las Vegas. On en avait un peu parlé au cours des dernières semaines. Là, on ne s'entend pas. Est-ce que le titre intérimaire des super moyens de la WA va être à l'enjeu? Golden Boy, Eye of the Tiger n'en parlait pas dans le communiqué. Matchroom Boxing en parlait, mais reste que ce sont les débuts officiels de David Lemieux chez les poids super moyens. On est extrêmement confiant à l'idée qui va être en mesure de transposer sa puissance. Il y a peut-être un sentiment général que Ryder, on sait, s'est incliné dans le passé contre Billy Joe Saunders ou encore contre Rocky Fielding, qui avait fait assez piètre figure là, pour être poli contre Canelo Alvarez dans un combat disputé chez les super moyens. D'un autre côté, il y en a un qui dit ça ne va pas nécessairement être une tasse de thé. C'est plus un technicien qui pourrait causer des difficultés à David Lemieux, mais quoi qu'il en soit, l'enjeu est important, titre ou pas, parce que Ryder est premier aspirant à la WBA, Lemieux est 5e. Donc, le gagnant se retrouve forcément dans les discussions pour un combat avec Canelo Alvarez, comme à peu près tous les boxeurs qui sont à 160 livres. Et en plus, c'est en demi-finale de Canelo Jacobs, donc forcément, tous les yeux seront rivés sur ce combat-là. Ça ne va pas être évident, par contre, parce que Ryder, c'est un gars qui est quand même assez polyvalent. C'est souvent un gars, il a une très bonne force de frappe et il y a des similarités avec David Lemieux. C'est un gars qui est monté chez les super moyens parce qu'il avait du mal à faire le poids chez les moyens, comme David Lemieux. Un gars qui frappe assez fort. Par contre, c'est un gaucher, contrairement à Lemieux. Il a un très bon crochet droit. Il a mis plusieurs KO, notamment Jamie Cox, qu'il avait surpris l'an dernier. C'est un gars qui est capable de se bagarrer à l'intérieur, mais aussi de ressortir et d'être un peu plus technique. Donc, il est assez polyvalent comme boxeur. Contre David Lemieux, je ne pense pas qu'il voudra échanger à l'intérieur avec lui, mais il sera capable de le faire quand ça sera le cas. Il faut faire attention à son crochet droit, notamment en sortie de corps à corps. Il est capable, dans les échanges, au moment où les deux boxeurs se séparent, de placer ce crochet, et il a les mains lourdes, Ryder. Mais je pense que David Lemieux sera en mesure de le bousculer un petit peu, et il frappe plus fort, Lemieux. Je pense que sa puissance va faire la différence, que Ryder va être un peu... Il a tendance, Ryder, à attendre le moment parfait pour laisser partir ses mains, d'être certain à 100% d'atteindre la cible avant de lancer ses coups. Et ça, contre David Lemieux, ça peut te poser des problèmes parce que Lemieux, lui, il n'attend pas d'être sûr. Il va en lancer des coups. Et s'il y en a un qui t'atteint, ben, ça peut être la fin de ta soirée. C'est ça peut-être le défaut de Ryder. Et il a tendance aussi à garder sa main droite très basse. On sait que David Lemieux a un excellent crochet gauche, probablement sa meilleure arme.
Il faudra qu'il soit discipliné pour garder cette main droite bien haute, Ryder. Et je pense que quand tu as fait toute ta carrière avec cette tendance à baisser ta main, c'est pas sur un combat que tu vas réussir à corriger cette erreur technique-là. Donc c'est quelque chose que David Lemieux pourra exploiter et il pourra placer, à mon avis, son crochet gauche et mettre fin au combat comme ça. Sauf erreur, ça va déjà être le 45e combat de David Lemieux dans les rangs professionnels. C'est incroyable à quel point le temps passe vite. À son âge, ouais. Oui, il a commencé très très jeune, à l'âge de 18 ans. Reste que le droit à l'erreur est un peu absent parce qu'une défaite, là, on l'évacue complètement de l'équation parce que aura prouvé qu'il n'est pas nécessairement du niveau. Ça va être extrêmement difficile de vendre, par exemple, un combat contre Canelo Alvarez ou même un combat contre Golovkin ou même Munguia qui a évoqué la possibilité de passer à 160. Son nom là, va tranquillement disparaître là, par la force des choses en cas de défaite. C'est un combat qui se doit de gagner parce que c'est celui qui perdra ce combat-là va redescendre pas mal dans les classements. Quoique Ryder est premier, donc il redescendra pas si bas chez la WBA. Mais les deux ont quelque chose à prouver parce qu'ils montent de catégorie. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de se battre chez les super moyens. Et ces deux gars qui ont le même profil, même taille, même allonge, 70 pouces tous les deux. Donc ils sont similaires au niveau physique, mais par contre, par rapport aux autres 168, ils sont beaucoup plus petits, ils ont moins de portée. Donc ce combat-là va pas forcément vouloir dire qu'ils sont prêts pour les super moyens parce que l'adversaire va pas avoir le même profil que la majorité des autres adversaires chez les super moyens, mais ça permettrait quand même au vainqueur de se placer clairement pour un titre le vainqueur de ce combat-là aura un combat de championnat. Et pour David Lemieux, c'est victoire impérative parce que s'il perd, effectivement, ça va être. Faudra recommencer ce chemin-là. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à le faire. Faudra remonter les marches une par une. Il est rendu trop haut pour tomber maintenant. Il faut qu'il remporte ce combat. Combat qui sera présenté sur la plateforme de diffusion en continu DAZN. Il va également avoir la sous-carte a été annoncée aujourd'hui. Virgil Ortiz, un de tes préférés, l'un des meilleurs espoirs de la boxe professionnelle, va aussi être de la partie, naturellement, la rencontre au sommet entre Canelo Alvarez et Daniel Jacobs, combat d'unification des poids moyens. Canelo qui pourrait ajouter une troisième ceinture, celle de l'IBF. On sent vraiment, DAZN a un peu la main mise là, sur beaucoup de boxeurs qui évoluent à 160 livres et les perspectives là, de rencontre entre tous ces boxeurs-là, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a aussi Anjoaid, il y a à peu près tout le monde chez les poids moyens, chez DAZN, donc on peut s'amuser à prévoir des affrontements entre tel et tel boxeur, ils sont à peu près tous là. Donc, les combats qu'on veut voir, ça va être chez DAZN en ce qui concerne les poids moyens. J'ai évoqué le nom de Gennady Golovkin. On en sait un peu plus sur son combat de retour. On parle du 8 juin au Madison Square Garden de New York. On imagine que ça va plus être le Hulu Theater parce qu'on remplira certainement pas l'enceinte principale avec le nom des deux adversaires qui ont été évoqués. L'Américain Steve Rose et le Français Hassan N'Dam, qu'on connaît bien pour avoir affronté David Lemieux déjà en 2015. Là, ça fait quelques années de ça. Steve Rose, c'est un boxeur qui est basé à Toronto. Il est invaincu, mais il n'a pas vraiment eu de position dans sa carrière. Oui, il est invaincu, mais il n'a pas eu de difficulté, entre guillemets, dans son parcours. Et là, d'arriver, si c'est lui qui décroche ce combat-là, d'arriver contre Golovkin, c'est pas une marche, là, c'est 10 marches d'un coup qu'il essaye de sauter. Alors que N'Dam, à mon avis, c'est plus crédible comme adversaire. C'est un ancien champion du monde chez les pros moyens, qui est en fin de carrière. Il est rendu à 35 ou 36 ans. Un petit peu usé. Ses deux derniers combats, c'était contre Ryota Murata, le japonais. Il avait gagné une décision partagée qui était très controversée, à mon avis. Il aurait dû perdre ce combat-là. La même année, il a eu la revanche contre Murata. Là, il a perdu par arrêt de l'arbitre dans un combat très très dur physiquement pour lui. Ça lui a pris 14 mois pour revenir. Il avait battu Martin Murray, une décision partagée, si je ne me trompe pas, dans un combat très serré contre Murray qui, lui, a annoncé sa retraite après ce combat-là. Donc, oui, N'Dam est plus crédible, mais il est en fin de carrière, il est usé par tous les combats. Il a eu beaucoup de knockdowns dans sa carrière, beaucoup de voyages au tapis. On s'en souvient contre David Lemieux, il y en avait eu combien, 5 ou 6. Même chose contre Peter Quillen, il était tombé 4 ou 5 fois au tapis. Mais il se relève. Oui, il se relève et il continue le combat. Mais ça use le corps et il n'est pas très actif non plus. Donc, ça serait un nom
plus crédible pour Golovkin. Je pense que c'est un affrontement qui a plus de sens que Rolls, mais c'est pas le meilleur adversaire disponible, loin de là pour Golovkin. C'est plus un tune-up fight en attendant soit un troisième combat contre Canelo, soit une autre grosse opportunité. Oui, parce que c'est vraiment l'objectif de permettre à Golovkin d'enregistrer une victoire qu'on l'espère assez expéditive pour favoriser là, un troisième combat contre Gennady Golovkin. Là. Et il ne faut pas oublier non plus, dans le cas de Golovkin, vieillit. Hein? Donc, chaque mois qui passe, chaque combat qui passe, l'éloigne peut-être un peu d'une victoire. Autant on était convaincu qu'il avait remporté ce premier combat, autant on a vu que c'était peut-être davantage égal à la revanche. Et là, pour le rubber match en bon français, on n'aura pas le choix de donner l'avantage à Canelo, quoique son combat contre Daniel Jacobs est loin d'être gagné. Oui, parce que Jacobs a une grosse main droite, beaucoup de puissance. On a vu comment il avait dérangé Golovkin. Mais c'est quand même Canelo le favori dans ce combat-là. Mais il ne faut pas sous-estimer Jacobs, qui est un excellent boxeur. Et toujours pas de nouvelles d'Éric Bazignan ainsi que de Steven Butler pour leur participation à un gala en marge de l'événement du Cinco de Mayo. On parlait du 2 mai. Le nom de Toreano Johnson a été évoqué comme adversaire potentiel pour Steven Butler. Malheureusement, aurait subi un décollement de la rétine à son dernier combat, un verdict nul assez surprenant. Ouais. Et bref, on est à la recherche d'un adversaire moindrement significatif. Mais bon, on est habitué hein, maintenant quand les choses sont entre les mains des promoteurs américains. Ouais. Là, on est le 10 mai, pas le 10 mai, le 10 avril, et le combat de David Lemieux est le 4 mai. C'est moins d'un mois. Situation là, qui est complètement inhabituelle au Québec. Du moins, l'ancien promoteur d'Interbox, Jean Bédard, assistait à la retraite l'annonce de la retraite de Lucian Boutet et bon, fidèle à son habitude, il est venu parler avec les journalistes, prendre des nouvelles et tout, et expliquer à quel point là, cette situation-là est complètement décourageante parce que lui, à son époque, on avait une date, on savait dans le calendrier quelle date étaient les bonnes, on était en mesure d'organiser une promotion là, pour remplir le Centre Bell. Oui, Lucian Boutet attirait beaucoup d'amateurs, mais d'en rentrer 12 000 pour Brian McGee ou 16 000 contre Librado Andrade, oui, il y a la force de l'adversaire, mais il y a aussi toute une machine de promotion. Il faut la construire, cette promotion-là. Donc, en 3 semaines, c'est pas évident, c'est clair. Sauf que pour David Lemieux, on s'entend, c'est une demi-finale de Canelo contre Jacobs qui, lui, a été annoncé depuis très, très longtemps. Mais c'est dommage pour Butler parce que Toreano Johnson, c'est un adversaire qui est très crédible et qui lui aurait permis vraiment de se faire voir dans le monde de la boxe, auprès du grand public surtout. Oui, tout à fait. Je l'évoquais d'entrée de jeu, la fin de semaine dernière a été assez faible en combat de boxe. Là, attachez-vous parce que cette fin de semaine, il y en a pour tous les goûts, pour tous les jours, à toutes les heures. Il va falloir faire aller l'enregistreuse parce que ça va être impossible d'assister à tous les combats en direct. Ça commence vendredi soir, 23h, et bonne nouvelle, sur les ondes de TSN 1. Ça s'est rajouté. À l'origine, ça devait être uniquement sur ESPN+, mais quand le meilleur boxeur livre pour livre de la planète se bat, il faut le voir. Là, même si le marché canadien est un peu plus marginal comparé à celui américain, là, il faut se réveiller et présenter ça. Et c'est exactement ce qui arrive. Et d'ailleurs, c'est le premier combat du champion unifié des légers depuis qu'il a la main sur le titre de la WBO après sa victoire sur Jorge Linares. Vasily Lomachenko affronte Anthony Crolla et est largement favori des preneurs au livre. Et déjà, on parle de la suite. Et quelle est la suite? C'est Mickey Garcia ou encore Richard Comey. On veut mettre la main sur toutes les ceintures qui sont en circulation. Oui, c'est comme tu l'as dit, dès que Lomachenko se bat, c'est un événement parce que c'est le meilleur boxeur au monde. C'est le numéro 1 livre pour livre. Dès qu'il monte sur le ring, il ne déçoit jamais. Il offre toujours des performances dignes de son statut. Et le problème, si problème il y a pour Lomachenko, le problème c'est qu'on a parfois du mal à lui trouver des adversaires au niveau. Ce qui est un peu le cas pour Anthony Crolla, qui est pas un mauvais boxeur, mais qui est clairement pas du niveau de Lomachenko. Crolla, c'est un gars qui aime user ses adversaires, qui attaque bien le corps, qui va les épuiser à force de travail. Le problème, c'est que là, il va falloir l'attraper, Lomachenko, qui est très dur à atteindre, avec son jeu de pied qui a des esquives incroyables. La nuit va être longue pour Crolla, qui va avoir du mal à atteindre la cible, et à mon avis, qui va se faire disséquer par Lomachenko, qui est plus rapide, plus précis, un meilleur jeu de pied, une meilleure technique, qui est meilleur dans à peu près tous les domaines. Bonne chance pour Crolla,
mais je le vois pas embêter Lomachenko. Le seul combat qui a du sens pour Lomachenko chez les légers, c'est d'affronter Mickey Garcia. Mais Mickey Garcia, il va prendre une longue pause à mon avis après le combat qui a été très dur physiquement pour lui contre Errol Spence. Donc on va plutôt regarder du côté que ce soit de Richard Commey. Je pensais peut-être à Robert Easter, mais ça serait plus du côté de Richard Commey, le Ghanéen, qui est devenu champion du monde il y a quelques semaines, qui a un cogneur avec une longue portée. Donc ça pourrait peut-être être quelque chose de nouveau pour Lomachenko. On ne l'a pas vu dans un ring professionnel face à un gars qui a une aussi longue portée. Mais ça reste Lomachenko, il a des aptitudes incroyables et je pense qu'un combat contre Commey aussi, il le remporterait. Il ne faut pas non plus sous-estimer Crawler et regarder trop loin, mais je pense que Lomachenko est tellement sérieux dans son approche des combats, dans sa préparation, que je ne vois pas comment il pourrait l'échapper celle-là. J'ai parlé de Linares, mais c'était évidemment José Pedraza. Comment j'ai pu oublier ça? Ça mettait fin à sa série de victoires avant la limite. Ça faisait depuis son 4e combat professionnel qu'il ne s'était pas rendu au bout de 12 rounds. Et je lisais un article sur ESPN et on a demandé à différents entraîneurs, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter Lomachenko? Parce que, la défaite contre Orlando Salido à son 2e combat professionnel, ça fait quasiment des siècles et des siècles, on pourrait dire. Et tous les entraîneurs, là, on n'a pas demandé à n'importe qui. Là, on a interrogé Freddie Roach, notamment tous les entraîneurs là, qui ont entraîné de grands champions. Et les réponses sont pas mal unanimes. Il faut mettre de la pression sur Lomachenko et surtout, il ne faut pas lui donner la chance d'être le patron dans le ring pour qu'il puisse exactement tout faire. On l'a vu notamment contre le combat, je pense, un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est celui contre Nicolas Walters, où il avait tout simplement, le Walters, un très bon boxeur qui avait été champion unifié, si ma mémoire est bonne, et de tout simplement abandonner parce qu'il n'y avait aucune solution pour vaincre Lomachenko. Est-ce que tu partages cet avis-là que pour avoir le dessus sur un boxeur comme Lomachenko, il faut lui mettre de la pression, mais c'est facile à dire. C'est ça, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'il se donne, c'est à cause de son jeu de pied. Il est capable de se sortir de l'axe très rapidement. On s'en souvient, ce coup contre Linares qui m'avait marqué, où au moment où Linares finit d'allonger le poing, Lomachenko, il est derrière lui. Et c'est Linares en face, c'est pas n'importe qui, un gars avec des mains très très rapides. Donc il est insaisissable, Lomachenko, il se déplace beaucoup et il ne se déplace pas en ligne droite, il se déplace latéralement et il vient sur le côté. Donc c'est très compliqué de se remettre face à lui et d'être en position de l'atteindre. Mais c'est vrai que c'est parce que si tu essayes de faire un duel technique avec lui, une partie d'échecs si tu veux, tu vas perdre. C'est sûr que tu vas perdre, il est plus rapide, il est plus précis, il se donne des meilleurs angles. Donc tu ne peux pas remporter un duel technique contre lui, il faut que tu en fasses un combat de rue. C'est un peu la même chose qu'il y avait quand Mayweather était actif. On disait pour remporter son combat contre Mayweather, il faut faire ce qu'avait fait José Luis Castillo, il faut faire ce qu'avait fait Maidana, ce qu'avait fait un peu Miguel Cotto, c'est-à-dire le bousculer, essayer d'en faire un combat de rue où il sera moins à l'aise que dans un combat plus technique. Et c'est un peu la même chose avec Lomachenko. Le problème, c'est que c'est la même chose qu'avec Mayweather, c'est que ses déplacements sont tellement bons que tu ne peux pas en faire un combat de rue, il t'empêche de le faire. Donc oui, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est quasiment impossible à faire. Oui, parce qu'on se souvient, Salido avait vraiment, s'était présenté en surplus de poids à la pesée, avait pris toutes les règles du livre, là, puis ils les avaient étirées au maximum. Il avait arraché la page, il l'avait jeté. Ils n'hésitaient pas à prendre ses coudes, les enfoncer dans la gorge. C'est des choses qu'on voit déjà des fois de temps à autre dans des galas ici au Québec. Des coups bas, des accrochages, tout ce que tu peux faire, il l'a fait. Tu vas être champion du monde à ton 2e combat. Oui, on va te montrer comment ça fonctionne. Là, j'avais oublié cette histoire-là, mais c'est assez rocambolesque. Est-ce que tu savais qu'il n'est pas comme moi, il ne peut pas jogger dans les ruelles de Rosemont pour s'entraîner? Parce qu'il ne peut pas courir, sa cheville est en compote. Donc, lui, c'est la natation, du yoga ou encore du vélo stationnaire. Et il est devenu un héros, si on veut, à cause de cette histoire-là. C'est qu'il a surpris des voleurs au mois de décembre 2014 et il s'est fait accueillir par un objet contondant en béton. Donc, on lui a fracassé le crâne et la cheville. On pensait qu'il ne serait plus jamais en mesure de boxer. On a fait un retour.
C'est une histoire qui est assez incroyable et j'avais pas mesuré, mais on dit que c'est vraiment un des athlètes les plus populaires en Grande-Bretagne. Là, derrière les Joshua notamment, c'est pas une méga vedette à ce statut-là, mais son rôle de justicier l'a rendu très très sympathique auprès du public. Ouais, les Anglais adorent ce genre d'histoire, que ce soit dans le football ou dans la boxe. Et c'est vrai qu'il est populaire. C'est normal, une histoire comme ça marque tout le monde. Ça pourrait arriver à toi, à moi. Et de pouvoir reboxer après chez les professionnels, après avoir subi des blessures comme ça, c'est quand même incroyable d'avoir non seulement le physique, mais aussi le mental pour revenir d'une blessure comme ça et se dire, OK, on me donne aucune chance de reprendre ma carrière pro, mais moi, je pense que je vais y arriver. Je suis convaincu que je vais y arriver, puis je vais me donner les moyens de le faire. C'est quelque chose, chapeau à lui de pouvoir continuer sa carrière, et non seulement continuer sa carrière, mais affronter le meilleur boxeur au monde. C'est quand même une histoire incroyable. Malheureusement pour lui, ça ne lui servira pas tant que ça dans le ring, parce que dans le ring, c'est une autre histoire, mais bon, on lui souhaite la meilleure des chances, mais je n'y crois pas beaucoup dans son cas. Cette carte marque aussi les débuts de Gilberto Ramirez chez les poids mi-lourds. On sait, champion de la WBO chez les super moyens. Il affronte Tommy Karpency, un boxeur qu'on a déjà vu à l'œuvre contre Adonis Stevenson à Toronto, si je ne me trompe pas. Et pour Ramirez, ce qui est particulier, c'est que ce combat-là marque un peu un nouveau départ. Bon, oui, nouvelle catégorie de poids, mais il a congédié son entraîneur de toujours, Hector Zapiri. Hein? Il était son entraîneur depuis que Ramirez était âgé de 12 ans. Il n'a pas trop voulu s'attarder sur les raisons qui expliquent cette séparation-là. Il a utilisé le terme « business », mais le journaliste d'ESPN, Dan Raphael, disait qu'il y avait potentiellement un conflit là, avec la future femme de Ramirez qui est enceinte. D'ailleurs, superbe photo sur le site d'ESPN où on le voit à genoux faire la grande demande. C'est ça, il a évoqué la business et surtout, on tâte les eaux chez les Milo et il a dit aucun problème à retourner chez les super moyens si Top Rank n'est pas en mesure de m'offrir le gros combat significatif. Là, c'est le temps de passer à la caisse. On sait qu'il y a tellement de poids lourds, poids mi-lourds plutôt qui sont associés à Top Rank ESPN, notamment Eléder Alvarez, Arthur Beterbiev, Sergei Kovalev, pour ne nommer que ceux-là. Et déjà, on a évoqué un combat d'unification chez les super moyens avec Callum Smith un peu plus tard cette année. Donc, ça serait potentiellement très, très intéressant pour ça serait excellent comme combat, oui. Et en ce qui concerne ce combat contre Karpency, Karpency était un adversaire qui est nettement inférieur à Gilberto Ramirez, moins talentueux, mais c'est normal quand tu changes de catégorie d'avoir un peu un combat d'accueil, si tu veux, dans ta nouvelle catégorie, pour pouvoir apprivoiser ce nouveau poids, pour pouvoir savoir ce que c'est de se faire frapper par quelqu'un de plus gros, pour savoir quel impact vont avoir tes coups sur un boxeur qui est plus solide que ce que tu avais l'habitude d'affronter. Donc c'est normal qu'il ait un adversaire de ce niveau-là. Karpency, tu l'as dit, il avait perdu contre Stevenson par KO. La plupart de ses combats, à chaque fois qu'il a fait face à la crème de sa division, c'est le sort qui lui était réservé. Il s'est incliné. Sa seule bonne prise, c'était Chad Dawson. Mais c'était un Chad Dawson qui s'était fait passer le KO par Andre Ward et par justement Stevenson, qui était en fin de carrière, je pense. Ça remonte au mois d'octobre 2014. Ouais, il a fait 2 ou 3 combats après ça, Chad Dawson, avant de tirer la plug. Parce qu'on regarde Karpency dans l'ensemble, seul autre adversaire significatif, outre Adonis Stevenson, là, par la suite, il y a eu Alexander Vosdik. Ça s'est terminé par arrêt de l'arbitre au 6e round, mais ensuite, c'est des combats de retour contre des adversaires là, plutôt méconnus. Donc, il a été choisi là, pour une bonne raison. Oui, c'est pour accueillir Gilberto Ramirez dans cette nouvelle catégorie. On ne va pas le mettre tout de suite contre un champion, c'est tout à fait normal. D'autant plus qu'il n'a pas non plus, à mon avis, pris tant de masse que ça parce qu'il pense encore redescendre s'il y a des bonnes opportunités. Donc c'est normal qu'on ne le mette pas tout de suite contre un champion, qu'il ait un combat d'accueil. C'est ça, de bienvenue dans cette nouvelle catégorie. Il y a aussi Mike Alvarado qu'on a vu, on se rappelle, à 3 reprises contre Brandon Rios dans des combats qui avaient été extraordinaires. L'Osbom est résolument le côté B de l'équation, affronte un espoir invaincu dont on n'a pas nécessairement entendu, il n'a pas eu connu de flamboyant succès dans les rangs amateurs, mais reste qu'on veut se servir de Mike Alvarado là, pour franchir une étape
tant sportive que pour la notoriété. Oui, Arnold Barbosa a jamais combattu des boxeurs qui ont l'aura de Mike Alvarado. Pas que Alvarado soit la plus grande star de la boxe, mais il n'a pas de grand nom à sa fiche, si tu veux. C'est pour ça qu'il veut accrocher Alvarado à son tableau de chasse, pour se faire un nom, pour se faire connaître et pour montrer qu'il est capable de battre des adversaires de haut niveau, des gars qui ont déjà boxé pour des championnats du monde. Barbosa, c'est un boxeur qui n'a pas beaucoup de puissance, il n'a que 7 KO en carrière, mais c'est un gars qui a un bon jab, qui se déplace bien, qui travaille bien en contre-attaque. Donc c'est un boxeur qui préfère être à l'extérieur, tourner autour de son adversaire, ça ne le dérange pas d'échanger parfois, mais il va ressortir rapidement. C'est pas un gars qui va rester à l'intérieur pour se bagarrer, ce que voudrait faire Alvarado, bien évidemment. Mais Alvarado, on en a parlé, sa carrière, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes en dehors du ring, et tous ces problèmes-là, ça l'a empêché d'avoir la carrière qu'il aurait pu avoir. Ça a usé son corps aussi. Il y a eu des problèmes de drogue, il y a eu toutes sortes de problèmes. Tout ce que tu peux avoir comme problème en dehors du ring, il les a eus. Et à 38 ans, après toutes les guerres, tu as parlé de ses 3 combats contre Rios. Il y a eu aussi son combat contre Juan Manuel Marquez, son combat contre Provodnikov. On sait que après un combat contre Provodnikov, on n'est plus jamais le même. On n'est plus jamais le même homme, exactement. Et Alvarado, à son âge, avec tous ces combats, toutes ces guerres qu'il a menées, il est particulièrement usé. Et je ne pense pas qu'il soit en mesure d'offrir les performances qu'il offrait avant. Je pense que Barbosa va remporter une décision, à mon avis, mais il va falloir faire attention parce que Alvarado a quand même la même mentalité qu'avant. C'est juste que le corps ne suit plus, mais il est capable de bousculer l'adversaire et il a quand même beaucoup de puissance dans les gants, donc on ne sait jamais, un coup bien placé, ça peut mettre fin au combat. Gala qui est présenté au Staples Center de Los Angeles. Ça se poursuit samedi à compter de 19h sur DAZN. Jamie Munguia qui affronte Dennis Hogan. C'est déjà la 4e défense du titre des poids super mi-moyens de la WBO du Mexicain, qui est seulement âgé de 22 ans. Le clan de Saddam Ali l'avait un peu tenu pour acquis. Il a remporté la ceinture à ce moment-là. Ensuite a battu Liam Smith, qui était son aspirant obligatoire. Le Canadien Brandon Cook, Takeshi Inoue à son dernier combat. Et là, maintenant, s'attaque encore à son aspirant obligatoire, Dennis Hogan, qui lui a subi sa seule défaite en carrière contre un certain Jack Culkey, dont on va revenir un peu plus tard. Hogan est négligé à 15 contre 1. Il y a seulement 7 de ses 28 victoires qui ont été enregistrées avant la limite. Négligé à 15 contre 1. À un moment donné, il faut aussi faire preuve de réalisme. Munguia, on dit, c'est un peu le dauphin de Canelo Alvarez, que ça va être la prochaine vache à lait de Golden Boy. D'ailleurs, je l'évoquais un peu plus tôt, son promoteur mexicain Fernando Beltrán a déclaré que c'est possiblement son avant-dernière défense à 154 livres parce que Munguia a de la difficulté à respecter la limite et qu'évidemment, les combats les plus intéressants sont à 160 livres. Ça se voit physiquement parce que déjà il est énorme pour les 154 livres. C'est normal que quand tu sois aussi jeune que lui, tu sois capable de drainer un petit peu plus ton corps. Plus tu vieillis, forcément, on voit souvent les boxeurs qui montent de catégorie au fur et à mesure. C'était le cas d'ailleurs pour Canelo Alvarez. Et Munguia, c'est probablement son dernier combat à 154 parce qu'il devient une vedette et il va devenir un joueur important à 160 aussi. On en a parlé tout à l'heure du nombre d'affrontements qu'il peut y avoir chez les moyens. Il y a beaucoup de vedettes dans cette catégorie. Il y a les plus payants, Canelo et Golovkin. C'est tout à fait logique que Munguia aille dans cette direction-là. Et en ce qui concerne le combat contre Hogan, clairement, tu as parlé des cotes des deux boxeurs. Je suis bien d'accord avec ça parce que Hogan, c'est un boxeur qui a fait toute sa carrière en Australie. C'est un Irlandais, mais qui se bat en Australie. C'est un boxeur qui aime rester derrière son jab, qui aime boxer derrière son jab et qui n'est pas un gros cogneur, qui est plus un technicien. Mais il va avoir beaucoup de mal contre Munguia parce qu'il n'a pas la puissance pour se faire respecter. Et Munguia, on sait qu'il va avancer sur la cible, il va lancer des bombes dans tous les sens, dans toutes les directions. Et je ne pense pas que Hogan va être capable de survivre à ça, de tenir le rythme pendant 12 rounds. Je m'attends à une victoire par KO ou arrêt de l'arbitre de Munguia.
Je sais pas comment on va gérer un peu le passage à 160 livres, parce qu'on sait à la WBO, quand on est champion d'une ceinture, on peut être classé premier aspirant à la catégorie supérieure, et le champion à 160 livres à la WBO, c'est un certain Demetrius Andrade, qui est un excellent technicien et qui n'a pas encore atteint, malgré tout son talent, le statut d'incontournable comme Canelo Alvarez ou encore Gennady Golovkin. Est-ce qu'on va oser mettre un jeune homme comme Munguia dans les pattes d'un Olympien accompli comme Andrade, champion du monde dans 2 catégories de poids différentes? Oui, et c'est valable dans les deux sens. Est-ce qu'on va mettre un gars aussi compliqué que Andrade dans les pattes de Munguia aussi, parce qu'on a beaucoup d'aspirations pour le Mexicain. Je ne suis pas certain que ce combat-là arrive tout de suite. Je pense que comme Gilberto Ramirez, il va avoir un combat de bienvenue chez les poids moyens avec une proie un peu plus facile, un peu plus à sa portée. Par contre, ça serait très intéressant de voir un combat contre Andrade, parce que l'Américain, il est très mobile, il a une très bonne technique rapide. C'est un boxeur scientifique, alors que Munguia, c'est un boxeur très physique. Donc c'est une opposition de style qui serait très intéressante à voir. Mais je ne suis pas certain que les promoteurs aient envie de faire ce combat-là, parce que c'est risqué pour les deux. C'est un gala présenté sur DAZN, dont l'affiche est, je te dirais, Adrien, quand même assez correcte, mais c'est pas comparable aux autres galas qui sont présentés samedi. Là. La sous-carte n'est pas nécessairement digne d'intérêt, si ce n'est que Patrick Teixeira qui va être en action pour un titre mineur. Ça se continue samedi 21h sur Showtime, mais ça va être présenté à compter de 22h sur TSN2. Clarissa Shields qui affronte Christina Hammer. Après avoir été championne unifiée tant chez les poids super moyens et moyens, Shields va tenter d'ajouter une autre ceinture. Dans le fond, d'ajouter toutes les ceintures. C'est de la WBO qui lui manque. Je crois que c'est de loin son plus important test en carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que Shields concède en taille 5 pieds 8 contre 5 pieds 11 et en portée 68 pouces contre 71 pouces. Shields, double médaillé d'or olympique. On sent... on voyait, je sais que tu es amateur de lutte 100%, mais l'événement principal de WrestleMania mettait en vedette des femmes. Là, Showtime fait vraiment la promotion de Clarissa Shields et on espère, en tout cas son promoteur, Mark Taffet, un homme très gentil, c'est lui qui était à la tête des événements à la carte d'HBO à l'époque. J'avais eu l'occasion d'interviewer en marge du combat entre David Lemieux et Gennady Golovkin. C'est souvent quelqu'un qui voit 2-3 coups en avant. Et lui est convaincu là, que la boxe féminine là, va connaître un essor fulgurant avec la qualité des athlètes. Et Shields a tout ce qu'il faut là, pour être un peu la porte-étendard du sport. Oui, et c'est vrai que on a vu le même phénomène dans l'UFC, où le sport a besoin de vedettes comme c'était le cas pour Ronda Rousey, pour tirer tout le monde vers le haut, pour faire monter les bourses. Bien évidemment, s'il y a de l'argent, le sport va se développer, le niveau aussi va se développer. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On avait vu HBO, le dernier gala d'HBO avait été un gala où les 2 combats principaux avaient été des combats féminins. Donc on voit tout le monde de la boxe se diriger dans ce sens-là. Et c'est vrai que Clarissa Shields est probablement la meilleure espoir féminine dans le monde de la boxe. Là, elle fait face à Christina Hammer, qui est une boxeuse qui a beaucoup d'expérience, qui est championne du monde, qui a combattu plusieurs fois en championnat du monde contre à peu près tous les adversaires disponibles dans les différentes catégories où elle a évolué. Tu l'as dit, elle a un avantage de taille, elle a un avantage de portée. Et Hammer, c'est une boxeuse qui est un peu plus scientifique elle aussi, qui va essayer de se déplacer, qui va utiliser sa longue portée. Mais c'est pas une bagarreuse, c'est pas une fille qui aime échanger à l'intérieur, qui aime pas beaucoup prendre des coups. Alors que Clarissa Shields est beaucoup plus intense, elle est plus petite, mais elle est beaucoup plus costaud, plus puissante. Je pense qu'elle va bousculer Hammer, qu'elle va la déranger beaucoup. Et Hammer n'a pas forcément la mentalité pour répondre du tac au tac, pour répondre à quelqu'un qui la bouscule comme ça en étant elle aussi un peu plus physique. Elle a plus tendance à s'en aller, si tu veux. Je pense que ça va être un problème pour elle contre Shields. Et je vois bien l'Américaine remplir toutes les promesses qu'elle a mis en place. Je te pose une question quiz. Ça va être présenté au Boardwalk Hall d'Atlantic City. C'est le premier combat de championnat depuis Kovalev-Hopkins, qui était aussi un combat d'unification. Et le promoteur de
Clarissa Shields. Il dit « Surprenez-vous pas si le ring a l'air d'une voiture de NASCAR, tellement il va y avoir de commanditaires partout. Les entreprises veulent être associées à Clarissa Shields. » Donc, c'est un autre indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, samedi soir, pour assister peut-être au début du phénomène. Ouais, t'as vu comment j'étais bon en quiz, hein? J'ai même pas esquissé une réponse. Et ça se continue comme si c'était pas assez. Combat extrêmement intéressant, même je dirais un gala intéressant qui va mettre en vedette Peter Quillin et Caleb Truax à compter de 22h samedi sur FS1, pas de diffusion canadienne, sauf erreur. Bon, c'est deux anciens champions du monde qui se retrouvent au Minnesota, qui est le fief de M. Truax, qui a été brièvement détenteur du titre des super moyens de l'IBF, l'ancien titre de Lucian Boutte, quand il avait battu James DeGale en décembre 2017, avant de le reperdre aux mains de DeGale, qui avait ensuite renoncé à cette ceinture-là pour obtenir des combats un peu plus payants. Quillin, on s'en souvient de lui, hein, c'est un ancien champion des poids moyens de la WBO. Et lui, plutôt que d'affronter Matvei Koborov, a été un peu pris au cœur des chicanes parce qu'il était associé à Jay-Z et Beyoncé, qui sont pas invités à la même cabane à sucre que Al Haymon. Parce qu'on sait qu'Al Haymon, avant d'être dans l'industrie de la boxe, avait sévi dans l'industrie du spectacle. Donc, combat, une affiche intéressante parce que quand deux anciens champions du monde se retrouvent, là, c'est toujours, il y a toujours un petit quelque chose. Puis, comme à l'habitude, là, il y a énormément d'enjeux. Le gagnant va se retrouver dans une position très, très avantageuse pour d'autres combats, tandis que le perdant, c'est un peu peut-être une dernière chance ou à tout le moins ensuite de servir, peut-être de faire valoir. Ouais, c'est ça. C'est un peu le combat de la dernière chance pour les deux pour aspirer à de grandes choses. Caleb Truax, lui, c'est un col bleu. C'est un gars qui va aller, qui va aller au travail, qui va mettre beaucoup de pression, qui va accepter des coups pour pouvoir placer les siens. Le problème, c'est que contre Peter Quillin, il ne faut pas en accepter beaucoup des coups parce que c'est un cogneur, Quillin. Et souvent, quand Truax a été mis KO, ça a été le cas deux fois. C'était contre Anthony Dirrell et contre Daniel Jacobs. À chaque fois, c'est un direct de la main droite qui l'a puni, qui a été le début de la fin pour lui. Pas forcément le coup qu'il a envoyé au sol, mais le coup qu'il l'a sonné. Et on sait que Quillin a un bon direct du droit, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra surveiller. Mais dans le cas de Quillin, il monte de catégorie. Il a été champion chez les moyens. Là, ça va être chez les super moyens. Est-ce qu'il va réussir à transposer sa puissance dans la catégorie supérieure après une longue période d'inactivité? Je ne suis pas certain. Je n'ai pas été convaincu depuis son retour. Chez les moyens, il avait eu un combat au sommet contre Daniel Jacobs. Il s'était fait passer le KO au premier round. Ça avait été toute une surprise. Pas une surprise que Jacobs gagne, mais qu'il lui passe le KO au premier round après 1 minute et demie. Ça avait été une grosse surprise. Et ça a laissé des traces mentalement chez Quillin, qui a pris 14 mois pour revenir et quand il est revenu, c'était chez les super moyens, il n'a pas été particulièrement convaincant. Il a gagné ses 2 combats en décision, donc pas de KO alors qu'il est réputé être un cogneur. Et dans sa manière de se battre aussi, ça a été différent. Il était beaucoup moins mobile, beaucoup plus flat-foot et il cherche pas à lancer autant de coups qu'avant. Il attend d'avoir vraiment l'opportunité et il va lancer peu de coups. Il va mettre toute la gomme sur chacun des coups. Il va tenter le coup de circuit à chaque fois, mais il ne lance pas assez de coups. Et ça, je pense que c'est un problème mental dû à ce KO contre Jacobs, où il a un peu peur de se faire contrer, où il a peur d'être hors de position. Donc il lance moins de coups parce que quand tu gardes ta forme, forcément c'est plus sécuritaire pour toi. J'ai l'impression qu'il faut qu'il passe un cap mentalement pour essayer de mettre ce combat-là, ce KO-là derrière lui. Mais c'est jamais très facile et dans son cas, je pense que ça n'a pas été encore fait. En demi-finale, combat éliminatoire des poids moyens de l'IBF entre Sergei Derevchenko et Jack Culkay. Ouais. C'est le premier combat de Derevchenko depuis sa défaite contre Daniel Jacobs. Il avait quand même perdu par décision partagée. Ouais. Culkay, lui, c'est 3 victoires et avait subi précédemment 2 défaites, dont une contre Demetrius Andrade. Oui, Derevchenko, on le connaît, l'Ukrainien, il a une grande expérience amateur. C'est un boxeur qui a une très bonne technique. J'aime beaucoup son jeu de pied. Il est capable de se déplacer, pas des grands déplacements, mais de changer un petit peu ses angles d'attaque. Donc il est capable juste de se décaler un petit peu pour pouvoir placer sa main arrière ou son crochet. Il est compact, il a une bonne technique, une bonne défense, des mouvements de tête subtils, mais qui font rater la cible à l'adversaire. C'est vraiment un boxeur qui est
très doué, mais qui n'est pas forcément flashy. Si tu veux, pas particulièrement spectaculaire comme peut l'être un Broner ou un Crawford. Tu vois, qui va faire des coups, qui va lancer des coups qui vont t'impressionner. C'est des coups très classiques, ce que fait Derevianchenko, mais c'est très très efficace. Et en face, Jack Kulke, c'est un boxeur qui a fait toute sa carrière en Allemagne. C'est un bon petit boxeur, un boxeur assez complet, mais qui n'a pas vraiment de points forts, si tu veux, qui n'a rien qui sort de l'ordinaire, mais qui n'a pas non plus de gros défauts. Il a une assez bonne défense, une force de frappe moyenne, on va dire, pas particulièrement rapide, pas particulièrement précis, mais il fait rien de mal non plus. Donc c'est un boxeur qui a un style qui peut parfois être un peu monotone, il rentre dans un rythme, il change pas beaucoup de rythme si tu veux, mais il a fait face à quand même de bons boxeurs dans sa carrière, il a de l'expérience. Je pense pas que ça sera assez pour battre Derevianchenko, mais il risque quand même de lui donner une bonne opposition. Et en ouverture de ce gala, un espoir invaincu chez les poids légers, Chris Colbert. Il était censé faire les essais pour faire partie de l'équipe américaine en vue des Jeux olympiques de Rio. Et un peu au dernier moment, là, il avait décidé de jeter l'éponge parce qu'il avait évoqué trop de politique. Donc, un peu beaucoup de boxeurs américains là, décident de passer leur tour lorsqu'il revient le temps de se qualifier pour les Jeux. Préfèrent immédiatement passer chez les pros. Là. Ils ont encore plus de raisons parce qu'il y a énormément d'argent, mais on sait, hein, on le voit avec les boxeurs canadiens, on dit que c'est important de participer à des tournois pour se faire voir auprès des juges, de gagner des points. Mais des fois, on se dit que le jeu en vaut vraiment la chandelle quand on a moindrement là, un peu beaucoup de potentiel. Qui peut être exploité facilement chez les pros. Le problème, c'est que s'il n'aime pas la politique, chez les pros, il y en a énormément aussi. Donc, il n'a peut-être pas choisi la meilleure avenue si c'était ça qu'il voulait éviter. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir une carrière amateur assez longue. On peut le voir avec Lomachenko, Usyk, des gars comme ça, Derevianchenko, parce que ça te permet de voir tout le spectre de la boxe, si tu veux. Tu vas affronter des gauchers, tu vas affronter des gars qui mettent beaucoup de pression, des gars qui aiment se déplacer, des gars qui boxent uniquement en contre-attaque. Tu vas voir tous les styles de boxe possibles et tu vas les voir plusieurs fois dans ta carrière. Donc tu vas pouvoir à chaque fois tester des nouvelles choses, t'améliorer face à ce genre d'adversaire, et quand tu arrives dans ta carrière pro, tu es déjà prêt pour tous les types d'adversaires que tu peux rencontrer. C'est pour ça que dans une carrière professionnelle, on commence avec des adversaires qui sont de moins bon niveau, des gars qui vont être battus relativement facilement par le jeune qu'on veut faire monter, et on lui fait affronter des gauchers, on lui fait affronter différents styles. C'est justement pour ça, pour qu'il apprenne à affronter ce genre de boxeur, alors que quand tu as une grande carrière amateur, tu as déjà affronté, tu as déjà fait tes classes dans ce cas-là, donc tu peux passer plus rapidement à des combats de championnat. C'est ce qui fait pas mal le tour de l'actualité cette semaine. J'ai déjà très, très hâte à la semaine prochaine parce que c'est le combat. Un de mes boxeurs préférés, Terence Crawford, qui affronte Amir Khan, un affrontement qui va être présenté à la télévision à la carte. Et il devrait avoir Shakur Stevenson, notamment Teofimo Lopez, dans les combats présentés sur l'événement en soutien à la finale. Il y a des bons combats cette semaine, il y en a d'excellents la semaine prochaine. Le numéro 1, livre pour livre, se bat cette semaine. Le numéro 2, livre pour livre, la semaine prochaine. Donc on est gâtés, on a de la boxe de haut niveau et ça sera à pas manquer. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8, ou encore vous pouvez nous écrire à nos différents comptes Twitter, @FPaquinRDS ou encore @AdrienMeur. Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music, Spotify, et maintenant, on peut être vu en chair et en os sur YouTube. Alors, au nom d'Adrien Meur, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.